Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview parce que j'ai le plaisir de recevoir Salomé, qu'on retrouve sur les réseaux sous le nom de la fermentée du bocal. Et en effet, elle va nous parler de la fermentation. Elle va nous partager les différents bienfaits de la fermentation sur votre bien-être et pas que, vous verrez. Elle va aussi nous expliquer les différents types de fermentation qui existent. On va faire un petit voyage à travers le monde pour découvrir diverses fermentations ancestrales. Et puis, elle va nous partager également plein de bons conseils pour fermenter à la maison. Vous verrez, de toute façon, c'est une experte dans le sujet. C'est pour ça que je voulais absolument la recevoir sur le podcast pour cette thématique. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous avez Spotify, vous avez l'option sous chaque épisode pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sinon, un petit avis sur Apple Podcast me fera toujours plaisir. C'est une manière de me remercier pour tout le travail, le contenu que je vous partage gratuitement. Et évidemment, après, vous me retrouvez sur YouTube, les réseaux sociaux. Donc voilà, tant que j'ai vos retours, c'est ce qui me touche le plus parce que ça me permet vraiment de casser le côté virtuel et d'avoir le côté vraiment humain, échange. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et si le podcast vous a plu tout simplement. Sur ce, je vous laisse avec l'interview et je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Salomé et bienvenue sur le podcast. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui pour nous parler d'une thématique que j'affectionne beaucoup et je voulais absolument que ce soit toi qui nous parles de tout ça. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup Marina, c'est gentil. Alors déjà pour commencer, histoire de te présenter, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et ce qui t'a mené à à tout ce domaine autour de la fermentation? Alors, moi, à la base, j'étais violoniste pendant 15 ans. J'ai fait beaucoup de musique. Et puis finalement, j'ai complètement switché pour faire de la cuisine. Au début, j'ai été formée plutôt par des grands chefs. J'ai bossé avec un chef étoilé en cuisine. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a un peu tout appris. Mais clairement, j'avais besoin de m'éloigner aussi au bout d'un moment de ce monde-là parce que je trouvais ça un petit peu... j'avais envie de me rapprocher du végétal, etc. Et donc, j'ai bossé dans plusieurs endroits. J'ai appris plein de choses et je suis partie à Londres. Et en fait, pour en venir du coup à la fermentation, je cherchais du pain, du bon pain au levain en tant que bonne française. Et en fait, je n'en trouvais pas. Donc je me suis dit, trop cool, c'est pas grave, je vais le faire. Et en fait, ça se fait pas comme ça parce qu'il faut faire un levain, il faut faire plein de choses. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout si facile que ça. Il faut prendre au moins 6 à 10 jours pour créer ton levain et tout. Et donc je me suis lancée là-dedans. Donc ça a été ma première approche de la fermentation. Et en fait, ça m'a complètement passionnée. Donc vraiment, le premier truc, c'était le pain. Mais en fait, quand on commence à s'intéresser, à regarder les blogs, à acheter des livres, évidemment, on tombe sur les légumes, le kombucha, le kéfir. Et donc, je suis vraiment tombée dedans. Et je n'ai fait que depuis, j'ai plus jamais arrêté. Et donc, j'ai même après commencé un peu à former des gens à Londres pour leur montrer comment faire. On a fait des expériences dans les restos où je bossais, à faire le kombucha, le kéfir, les tests. Il y en avait partout dans mon appart aussi. Mon mec était un peu genre, qu'est-ce qu'elle nous ramène? On a des animaux de compagnie à la maison, ça fait du bruit partout, ça sent bizarre. Mais voilà, comment c'est arrivé. Et ensuite, j'ai déménagé
à Zurich en Suisse. Et là, il y a eu le confinement, donc j'ai un peu fait montrer des trucs sur Instagram. Et en fait, il y a eu une demande de dingue. Tout le monde a voulu faire son pain, tout le monde voulait faire ses bocaux, etc. Et je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer un peu plus concrètement. Et donc, j'ai commencé un petit peu à donner des ateliers, faire des cours en présentiel, en ligne. Et voilà où j'en suis maintenant aujourd'hui. Sur mon compte Insta, maintenant, je partage surtout en ligne, quoi. Bah merci, c'est vrai que c'est un très beau parcours. On voit que le monde de la fermentation intéresse de plus en plus, alors que pourtant il est très ancien. C'est Tu vas vrai. nous en dire un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai que ça fascine d'autant plus aujourd'hui pour ses bienfaits. Mais justement, pour entrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire de manière plus générale, après on viendra un petit peu plus en détail sur chaque type de fermentation, mais déjà, globalement, la fermentation, en quoi ça consiste, quels vont être les intérêts, les bienfaits pour notre bien-être en fait au quotidien. Ouais, alors comme tu disais, c'est vraiment ancestral. La fermentation, en fait, à la base, c'est une méthode de conservation. Donc c'est peut-être le premier avantage, c'est que ça conserve vraiment très longtemps des produits qu'on pourrait manger à toutes les saisons, mais du coup à tout moment on peut conserver nos légumes d'été ou d'hiver et voilà les manger aussi bons que s'ils étaient frais finalement. En fait la fermentation c'est un processus biologique naturel. En fait, c'est des micro-organismes comme les bactéries, les levures, les moisissures qui vont en fait décomposer les sucres ça va produire en fait des acides organiques, du gaz, de l'alcool. C'est vraiment ça qui se passe finalement. Et bon, évidemment, ça a plein d'avantages sur notre santé. En fait, ça va déjà rendre les aliments plus digestes parce qu'il va y avoir tout un processus de prédigestion par les bactéries. Ça, on en parlera un peu plus après. Il y a le fait aussi que, en fait, consommer par exemple un légume qui a fermenté, c'est finalement meilleur qu'un légume cru par exemple, parce qu'une carotte par exemple va être pleine de vitamines crues, on dit ah bah il faut toujours manger cru, et évidemment cru c'est super, mais en fait grâce à la fermentation ça rend plus enfin Ça décuple les valeurs nutritionnelles. Ouais, Ouais. c'est ça en fait, on les assimile mieux, donc on a encore plus de vitamines si on mange notre carotte qui est lacto-fermentée. En fait c'est plus biodisponible quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça a un impact évidemment positif sur notre santé intestinale et évidemment du coup notre système immunitaire. Ça, c'est important aussi, on redira, mais en fait, quand on a un microbiote en bonne santé, et ben en fait, on a un meilleur système immunitaire. C'est pour ça qu'on dit toujours ça renforce le système immunitaire, mais en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'on va le nourrir pour qu'il soit plus en forme. Et évidemment, c'est hyper riche en probiotiques, comme on en parle beaucoup des probiotiques, et évidemment la nourriture fermentée est riche en probiotiques, quoi. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs les auditrices, auditeurs, il y en a quelques-uns qui nous écoutent, savent à quel point je préfère, pour ma part, travailler avec les aliments naturellement fermentés, justement, Ouais. que de passer par la case probiotique en sachet, en gélule. C'est une façon de penser et de travailler qui dépend qu'à moi, mais c'est vrai que je préfère ça. Parce que c'est ancestral, on l'a toujours fait, notre microbiote au niveau des gènes, on a toujours été habitués, de par nos ancêtres, de consommer des produits fermentés. On se retrouve avec un panel au final de micro-organismes qui vient s'adapter un peu plus facilement, je trouve, Exactement. que quand on prend des milliards et des milliards de souches en fait au niveau des probiotiques qui sont pas toujours tolérés, qui n'ont pas cette aussi grande diversité, je trouve. Ouais, exactement. Moi, je suis pas contre forcément les compléments alimentaires, ça dépend lesquels, mais je suis d'accord qu'en fait, on a tellement accès facilement en consommant des aliments fermentés à encore plus. En fait, on dit que dans une cuillère de kimchi, il y a des milliards et des milliards et des milliards, ça vaudrait à une boîte en fait qu'on achète en pharmacie. Donc, de temps en temps, quand on n'a pas le temps de le faire ou qu'on trouve des bons ferments frais, etc., pourquoi pas, mais clairement, en premier, je trouve qu'il faudrait consommer un peu plus fermenté, clairement. Ouais. On entend Balou dans le fond, mais si jamais... C'est un chat ou un chien? Non, c'est que des chats à la maison. C'est que des chats. Là, il demande déjà à manger, mais il a mangé il n'y a pas longtemps. Normal, on parle d'alimentation, hein. Bah oui. Ah bah oui, c'est clair, direct, il se... Ouais. Justement, on va parler du fameux levain parce que tu as commencé par ça, comme tu nous l'expliquais, c'est ça qui t'a mené au pain.
Du coup, est-ce que, en fait, tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment le pain, il va être, enfin, comment le levain déjà va être préparé et quels vont être les avantages par rapport à la levure conventionnelle qu'on peut utiliser d'habitude en boulangerie? Ouais, alors le levain, en fait, c'est rien de plus que de l'eau et de la farine, qui en fait ont été fermentés, pareil, par les micro-organismes qui sont naturellement présents en fait dans l'environnement. Donc c'est intéressant de se dire que finalement toutes ces petites choses qui des fois volent autour de nous qu'on voit pas forcément, finalement aident vraiment à faire fermenter les choses. Et en l'occurrence, le levain, du coup, c'est vraiment de l'eau et de la farine. Quand on va le créer de zéro, en fait, on va du coup ajouter un peu d'eau, un peu de farine. En fait, on va faire travailler vraiment ensemble chaque jour. On va en enlever, on va remettre un petit peu. Et en mélangeant, et on va pas fermer hermétiquement, justement, il va y avoir ces petites levures naturellement présentes dans l'environnement qui vont se poser dessus. Et en fait, le levain, on va le voir vraiment naître. Chaque jour, il va un peu augmenter. Et à un moment donné, voilà, il sera prêt à faire du pain, du bon pain, quoi. Mais en fait, c'est assez facile. Enfin, une fois qu'on l'a fait, bien sûr, au début, les 5-6 premiers jours, on se dit, oh là là, mais c'est hyper compliqué et tout. Mais finalement, une fois que c'est fait, une fois qu'on a compris comment notre levain fonctionne, c'est pas si difficile que ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment une cuillère d'eau, une cuillère de... Là, je suis en train de faire une vidéo, justement, où je filme chaque jour pour montrer vraiment à quel point c'est facile et à quel point c'est fascinant aussi de voir comme ça augmente. C'est vraiment un cycle. On voit que c'est vivant, quoi, le levain. Et par rapport, évidemment, aux avantages, alors, déjà, clairement, la saveur, pour moi, c'est incomparable. Franchement, le goût, le goût, il est complexe, riche. T'as une acidité un peu, voilà, de la profondeur. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bon. La croûte aussi est meilleure, ça c'est clair. Au niveau de la digestibilité aussi, ça n'a rien à voir parce que le pain au levain, il est vachement plus facile à digérer. Aussi parce que du coup, il y a cette fameuse prédigestion des glucides par les micro-organismes qui se fait. Et par exemple, il y a des gens qui sont intolérants au gluten ou même cœliaques qui, en fait, supportent très bien le pain au levain. Alors, il y a aussi l'utilisation de bonnes levures, de bonnes farines, les farines anciennes, etc., qui sont beaucoup mieux tolérées, effectivement. Mais ouais, au niveau déjà de la digestibilité, clairement, c'est rien à voir. Et après, il y a aussi la conservation. Un pain au levain qu'on a fait nous-mêmes va clairement beaucoup mieux se conserver qu'un pain fait à la levure normale, quoi. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'acidité qui permet aussi, justement, que ce soit un petit peu plus humide et du coup que ça se sèche moins rapidement, quoi. Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 grands avantages, je trouve, de faire son pain. Puis juste la satisfaction de le faire aussi, hein. Clairement, l'odeur dans la maison, le fait de se dire, mais je l'ai fait. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais une fois que je trouve on s'y est mis, finalement, c'est pas si difficile que ça, en fait. Oui, mais par contre, il faut de la patience, ça c'est vrai. Et du coup, c'est encore plus satisfaisant quand on sort son pain du four, quoi. Ouais, ça je confirme parce que ça fait pas très longtemps que j'ai repris aussi mon levain, mon petit Alfredo, Ah oui. qui a fait des siennes récemment. Il a pris un coup de froid dans le frigo, j'avais mal réglé le frigo, je me dis, C'était ça. c'est quoi son problème? Le pain, je te le donne dans le mille, je l'ai complètement foiré. Il est bon, mais il est tout plat, quoi. Et là, je m'en suis occupée, j'ai réglé le frigo correctement et ça y est, là, enfin, il pousse, enfin. Ah ouais. Mais c'est marrant parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme des animaux de compagnie, mais en fait, c'est ça, vraiment, il fait partie de la famille, tu t'en occupes. Ah, mais c'est ça! Moi, je suis là, je le chouchoute, je lui parle et tout. Ouais, c'est clair, mais moi pareil. Et alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont tué leur levain. Mais alors, faut savoir qu'un levain à tuer, c'est vraiment dur, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, le tien, il a pris un coup de froid, il est pas mort pour autant. Et en fait, souvent, les gens vont voir un peu de moisissure ou alors de l'eau par-dessus, de la condensation, ça va être un peu gris, etc. En fait, ça veut pas du tout dire qu'il est mort. Franchement, moi, j'ai ressuscité mon levain, mais des milliers de fois. Il a eu, je crois, presque 8 ans. Il m'a suivi partout. Je l'ai congelé, décongelé, déshydraté, transporté en avion avec moi partout. Et franchement, il est toujours vaillant, quoi. Donc, franchement, il faut pas le jeter tout de suite si on a un doute, ouais. En tout cas. Après, il y a plein de contenus, de choses, de conseils pour justement, voilà, pour bien s'occuper de son levain. Mais c'est vrai que la satisfaction, alors déjà, effectivement, faire son pain soi-même, mais son pain au levain, on a fait ce qui va le faire lever finalement. Donc, c'est encore plus satisfaisant. Mais c'est clair. Et je confirme, le goût. Ah ouais. Moi, maintenant, c'est simple. Quand t'es au resto, quand tu vas chez des gens ou quoi, que tu manges du pain classique,
Ah, il te manque un truc. Ah, mais direct, tu te dis, il y a un problème. Il te manque un truc, ça te paraît fade. Et encore plus les pains qui sont ultra blancs, tu vois. Ouais. Où t'as même pas le goût de la farine. Enfin, je trouve ça assez fade. Alors que, en fait, le pain, tu vois, moi j'utilise une farine T80 de blés anciens. Et elle est pas trop complète. Mais elle est pas non plus blanche. Elle est vraiment un entre-deux. Enfin, un bise, comme on dit. Et ça a un goût. Mais franchement, c'est addictif. Ah ouais. C'est vraiment addictif. Ah, mais complètement. Ouais, moi j'adore ça, ce côté. Il y a un peu, tu sais, ce petit goût aussi umami qu'on retrouve un peu partout. Ouais. Tu sais, de un peu acidité comme ça. Et en fait, on dit que c'est un peu addictif. Et c'est vraiment ça. On peut être surpris au début si on n'en a jamais mangé. Il y a plein de gens qui, oh là là, ils ne jurent que par le pain blanc et tout. C'est comme la première fois que tu goûtes un légume fermenté, c'est un peu bizarre. Mais en fait, au bout de quelques secondes, en fait, t'as envie d'y revenir. Ouais. Ah ouais, complètement. En tout cas, voilà, c'est vrai que t'as fait plein de vidéos, moi, que j'avais regardées aussi. Et vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, il faut aussi y aller un peu à l'instinct. Ah, mais complètement. Parce que moi, je sais que, voilà, tu sais, la fameuse technique de mettre autant d'eau que de farine, moi, mon levain, il aime pas du tout. Alfredo, il a besoin de moins d'eau. Ouais, toi, c'est plutôt... Ouais. Ouais, c'est ça, il a pas non, soif. du tout. Et, non, mais franchement, c'est fou. Genre, il lève pas. Et dès qu'il a une texture beaucoup plus pâteuse et un peu plus consistant, ah bah là, il s'envoie en l'air le truc. Hein. Mais vraiment. Ah non, mais... Et j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit la même chose. C'est vrai qu'en fait, ça dépend des levains, t'as raison. En fait, le tien, il veut ça. Et c'est pour ça que des fois, quand je reçois beaucoup de MP, de gens qui ont besoin que je les coach pour leur levain, des fois, j'ai envie de leur dire, mais en fait, c'est difficile quand on l'a jamais fait, mais qu'est-ce que vous sentez, quoi? Je sais pas, essayez un truc, vous inquiétez pas, ça va pas foirer. Enfin, parce que c'est difficile de donner juste une règle, et pour moi, ça, c'est un des gros trucs. Alors, je pense qu'il y a certains ayatollahs qui ont envie de me taper, mais parce que non, il faut absolument que ce soit ça. Mais en fait, moi, je trouve que vraiment, le levain, c'est au feeling, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Bah, clairement. Et beaucoup de gens l'ont confirmé, comme t'as vu dans dans un de mes posts où j'ai dit, bon, unpopular opinion, mais clairement, c'était ça, quoi. Ah, mais complètement. Et même, moi, en fait, je pense toujours à chaque fois à nos ancêtres et aux anciens, tu vois. Et je me dis, les gars, il n'y a pas que ça à faire que prendre leur balance pour aller mesurer. Non, ils faisaient à l'œil, ils voyaient qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Et donc, en plus, il faut vraiment tester. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'environnement va aussi jouer énormément. Oui. Entre un environnement humide, un environnement sec, un environnement chaud, un environnement froid. Ouais. Ah, mais ouais, il y a plein de choses à... Ouais, exactement. Des paramètres à... Ouais. Et c'est ça la beauté aussi, c'est qu'on est vraiment face à quelque chose de vivant. Et donc, il faut s'adapter au vivant et trouver ce qui lui correspond. Ouais. Donc, non, franchement, le levain, je sais que ça peut être... au début, ça peut être un peu contraignant, mais franchement, après, on s'y fait. Moi, tu vois, maintenant, je le nourris une fois par semaine. Je le nourris pas plus parce que je fais qu'une fois du pain par semaine. Ouais. Et je le mets au frigo. Mais moi, c'est pareil, hein. Mais tu sais, je le mets vraiment bien... Il est bien compact au frigo. Je mets une bonne dose. Ouais. Et comme ça, après, je suis tranquille, quoi. Mais moi, quand je fais pas de pain longtemps, en fait, c'est qu'une fois par mois que je le nourris. Ouais. Ça suffit. Sinon, quand j'en fais régulièrement, évidemment, aussi, je le laisse dehors, je vais le nourrir tous les 2-3 jours. Mais sinon, s'il est au frigo, une fois par mois, je le prends. Alors, clairement, il a faim. Par semaine, tu veux dire? Non, par mois. Sérieux? Une fois par mois? Au frigo, ouais. Ah non, mais quand il est en pause au frigo, c'est une fois par mois. Et je n'ai jamais rien eu comme problème. Alors clairement, quand tu le sors, il a une sale tête. Ça fait 1 mois, il y a de l'eau par-dessus, il est un peu gris, il sent très fort l'acidité. Mais moi-même, j'ai jamais eu de moisissure, par exemple. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir ça. Et en fait, souvent, s'il crée une petite croûte sur le dessus, c'est bon signe, il se protège en fait. Donc on enlève cette petite croûte et hop, on lui remet un peu d'eau, un peu de farine. Le seul truc, c'est que du coup, je mets clairement 2-3 jours à le réactiver avant de faire mon pain. Mais franchement, tu peux le nourrir une fois par mois dans ton frigo, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils sur le levain. Hein, on a beaucoup de choses à apprendre. Et maintenant, j'aimerais bien passer à tout ce qui va être la lactofermentation, qui est une des formes les plus courantes. On en entend de plus en plus parler. Moi, j'ai d'ailleurs commencé la fermentation par la lactofermentation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus? Ouais, alors écoute, la fermentation, il y a 3 grandes familles de fermentation. Là, il y a la fermentation lactique, la fermentation alcoolique et la fermentation acétique. Ça, ce qui est plutôt pour faire les vinaigres, alcoolique bien sûr pour faire l'alcool, et la fermentation lactique qui est du coup la lactofermentation. Donc ce type de fermentation, c'est vraiment pour faire tout ce qui est le pain, les yaourts, le fromage, la choucroute. Ça, c'est, on va dire, peut-être les plus connus. Puis après, t'as le miso, sauce soja, tempeh, etc. Et donc là, c'est, en fait, donc faut savoir que ça n'a rien à voir avec
le lait ou le lactose, contrairement à... Parce que ça, c'est aussi une grosse question que je reçois. Mais alors, c'est quoi la lactose? Ça veut dire qu'il y a du lait, etc. Non, rien à voir. C'est parce qu'en fait, il s'agit de bactéries lactiques, du coup, qui convertissent les glucides en acide lactique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et qui donne d'ailleurs ce goût acidulé et qui contribue aussi, du coup, à la conservation. Le nom des bactéries, du coup, c'est lactobacilles. Je crois que ça se dit lactobacillus ou je sais Ouais, jamais. aussi, on peut dire les deux, ouais. Et voilà, c'est particulièrement celles-ci qui sont présentes d'abord aussi dans notre microbiote. C'est une fermentation qui se fait en l'absence d'oxygène, donc ça c'est important. Il y a plusieurs écoles, je vois beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais il n'y a aucun problème pour utiliser les pots à vis, par exemple. » Pour moi, c'est quand même un problème parce que après les gens viennent te voir et te disent « Mais j'ai des moisissures sur mes légumes, par exemple. » Bah, justement, c'est que souvent ça vient de là. Donc c'est important pour moi d'utiliser vraiment un matériel où il va y avoir la fermeture métallique et le joint hermétique, et qu'une fois que les légumes ou ce que tu as mis dedans est bien sont bien dedans et presque remplis, alors pas à ras-bord mais minimum aux 3/4 pour vraiment éviter l'air, on n'ouvre plus. Et là, on laisse, alors ça dépend des recettes, les recettes sont toujours détaillées, là j'ai pas une recette en particulier, mais en gros, on n'ouvre plus, on se met pas à checker toutes les 5 minutes, ouvrir, sentir, dégazer, ça aussi c'est un faux mythe, on ne dégaze pas en fait, quand il s'agit en tout cas d'une fermentation, lactofermentation par exemple de légumes, on dégaze pas et on laisse bien fermé. Ça, c'est important pour avoir une bonne fermentation. Voilà, si j'ai bien répondu. Ouais, très bien. Ouais, mais ça permet d'en savoir plus parce qu'effectivement, il y a plein de fermentations différentes, comme tu l'as dit. Ouais. Et effectivement, c'est important de comprendre que celle-ci se passe vraiment sans oxygène pour que ça se passe bien, hein, tout bêtement. Ouais. Et puis, moi, je sais que c'est vraiment la première que j'ai testée. Et c'était tout bête. J'en avais goûté. J'en avais acheté parce que j'ai entendu parler des bienfaits, donc ça remonte maintenant, c'était il y a, je sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Ah bah pareil que moi du coup. J'en avais acheté, mais tu sais, les classiques sont pasteurisés, tu vois. Ouais. Je suis punaise, mais c'est pas bon du tout, j'aime pas, j'avais acheté du chou rouge. Ah ouais. Et en fait, j'ai une copine, Cathy Vast, tu passes par là, parce que des fois, je sais qu'elle écoute le podcast. Et en fait, elle m'avait ramené, c'est sa sœur qui fait beaucoup de lactofermentation et tout ça. Et on avait ramené un de sa sœur du chou rouge nature classique. Hein. Et j'ai goûté ça, j'ai eu une révélation. J'ai dit, mais c'est trop bon ce truc. J'ai dit, mais c'est pas du tout la même chose que j'ai goûté. Et là, je me suis dit, mais attends, je vais le faire moi-même maintenant. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et vraiment, le goût, ça n'a rien à voir. Alors après, on peut le trouver avec la fameuse choucroute crue qu'on peut trouver pour le coup en magasin bio, souvent au rayon frais. Mais bon, faut aimer quand même le goût. C'est vrai que le chou fermenté, ça, ce goût de choucroute, faut aimer. Moi, c'est vrai que j'aimais ça, donc ça me posait pas de problème. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, c'est d'où l'importance, je pense, de tester, parce qu'en plus, c'est tout bête, c'est tout simple, pour pouvoir faire des choses qui nous conviennent, parce qu'à acheter en magasin, il n'y a pas beaucoup de choix, et c'est pas du tout les mêmes saveurs. Ouais, exactement. Moi, quand je fais goûter justement aux gens qui viennent chez moi, je leur dis, attendez, ils ont trop d'a priori. Ils me disent, non, mais moi, la choucroute. Et puis, alors, c'est vrai que quand on va ouvrir tout de suite le bocal, au début, ça sent fort le gaz. Les 10 premières secondes, quand on ouvre, on se dit, mais il y a un problème, c'est pas possible. En fait, non, après, quand vraiment tu sens ça ce côté cru de légumes, que moi, j'adore un peu acidulé. Et en fait, on a aussi cette idée de la choucroute comme un gros plat à la viande, chaud, gras et tout. Alors qu'en fait, oui, bien sûr, il y a la choucroute alsacienne. Je suis alsacienne, donc je sais. Mais clairement, moi quand je dis en fait le chou fermenté du coup qui est cru, en plus on peut vraiment, il y a 1000 façons de l'accommoder. Moi je sais que j'adore faire chou rouge, gingembre, ail, c'est je crois mon truc préféré vraiment. Mais en fait on peut mettre les épices qu'on veut, on peut franchement et ça n'a tellement rien à voir comme tu disais. Je crois que j'ai converti tous ceux qui sont venus chez nous, ils ont goûté, ils ont dit mais en fait c'est incroyable quoi, c'est pas du tout ah mais je m'attendais pas à ça, ah mais finalement c'est bon, ah mais attends j'en reprends, ah mais comment tu fais ah bah va voir sur Insta. Voilà. Donc ouais je suis d'accord que ça n'a rien à voir avec celle du commerce, et puis elle est aussi très chère souvent parce que c'est normal, ça demande beaucoup de choses, puis au niveau de l'hygiène si elle est crue etc, mais en fait il faut savoir que la faire soi-même ça coûte vraiment pas grand chose quoi. Ah ouais.
Franchement. De l'eau pour certaines. C'est et ça. du gros sel marin. Franchement, vous en trouvez des gros trucs Mais de c'est 5 ça. kilos, c'est pas très cher. Exactement. Franchement, Donc c'est pour ça, et c'est trop satisfaisant en plus. Ah mais ça, je te rejoins et ça pimpe tellement, je trouve. Moi, j'utilise beaucoup en salade. C'est vrai que toi, je vois beaucoup les cuire. Moi, je t'avoue que pour l'instant, j'ai jamais cuisiné de légumes fermentés. Mais pour le coup, moi, c'est vrai que je les utilise. Bah, le chou rouge, par exemple, dans une salade avec de la pomme Ah et oui. tout. Enfin, je trouve que ça se marie super Ah, bien. mais c'est tellement... Après, je peux me les manger comme ça. Enfin, je Ah, pense mais que c'est quand clair. quand on se met dedans, on devient addict et après, on peut en manger tel Ah, quel. mais complètement. Sans problème. C'est clair. Ah oui, non, non, mais c'est sûr. Plein de gens disaient, mais alors combien il faut en prendre? Mais il n'y a pas de. En fait, on prend ce qu'on veut. C'est vrai qu'au début, si c'est peut-être la première fois qu'on consomme, bah, on y va mollo parce que les intestins ne sont pas toujours prêts, etc. Ouais. Mais il n'y a pas, oh là là, faut prendre qu'une cuillère par jour, pas de souci. Moi, non, nous, on en mange, mais des quantités pas possible, quoi. Au niveau de la cuisson, moi, il y a juste, alors, quand j'avais lacto-fermenté des courges, j'avais fait des. Là, par contre, je les utilise en soupe parce que j'ai du mal à les manger crus comme ça. Et sinon aussi les choux de Bruxelles, mais moi je les adore aussi crus, mais j'avais montré une recette où on pouvait les cuire à la vapeur douce. Mais sinon pareil, moi tout ce qui est choux, la plupart des trucs, même quand je fais mes choux-fleurs en saumure là, mais je les mange comme ça, dans du houmous, dans de la salade avec de l'avocat. Enfin, ouais, moi j'adore ça, là ça me donne envie d'en manger. Bah écoute, moi je testerai. J'ai testé les choux-fleurs. Après, moi T'aimes pas les choux? c'est un légume. C'est le seul. Franchement, c'est le seul crucifère que je n'aime pas parce que moi je suis une addict. J'ai besoin de ma dose de crucifère tous les jours. Les brocolis, les choux de Bruxelles, là j'en ai là qui de saison qui sont sortis. Ils sont magnifiques. Le chou rouge, le chou blanc, tous les choux, moi c'est. Mais alors le chou-fleur, j'arrive pas. Mais par contre, j'ai vu que tu faisais le brocoli. Ah ouais, le brocoli, mais tu le fais pareil, c'est tellement bon. Moi, je mets toujours les deux ensemble, d'ailleurs, brocoli, chou-fleur. Alors, brocoli, c'est hyper bon aussi. Bah, je vais tester. Et alors, le chou-fleur, mais t'as goûté ou pas lacto-fermenté? Parce que Ah oui, ça peut... oui, Ah oui, ok, je donc l'ai ça fait, non plus. je l'avais fait, ouais, et c'est pas passé. Non, et alors la betterave, n'en parlons pas, hein. Non plus. Ça, c'est même pas en rêve. En plus, je trouve que même lacto-fermenté, c'est trop dommage en plus parce que les gens ils se moquent de moi parce que ils savent que je suis Miss Rose, tu vois, j'ai du rose partout. Bah oui. Et pour les jus, pour tout mettre en rose, ils utilisent toujours de la betterave Toujours. ou du jus de Bah betterave. ouais. Sauf que moi, Bah c'est ouais, c'est impossible. C'est tellement Et- beau dans les bocaux en plus. Ah, mais ça, je suis d'accord. Moi, la dernière fois, j'ai vu ta boisson, là, c'était trop joli. Mais je dis, mais moi, je peux pas avoir ça. C'est même pas en rêve. Donc non, je reste sur mes classiques. Là, Ouais. je vais tenter petit à petit des nouvelles choses. Mais ouais, c'est franchement, faut vraiment passer au truc. Et même pour toutes les personnes à chaque fois, parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus, et moi j'encourage vivement la consommation d'aliments lactofermentés, vu que bah, voilà, moi tout ce qui est microbiote, système digestif et tout, c'est ma spécialité. Bah, Et je sais à quel évidemment, point c'est bénéfique. Et justement, comme tu le disais, c'est super important. Il faut y aller tout doucement au début. Moi, je leur dis, si vous avez jamais mangé de produits fermentés comme ça, vous prenez une cuillère même à café au début. Vous voyez comment vous réagissez. Parce que quand le microbiote, il est pas du tout habitué à recevoir autant de nutriments, de souches, de toutes ces choses-là vivantes dans l'organisme, bah, en fait, il faut y aller doucement. C'est comme les personnes qui étaient omnivores, on va dire, et du jour au lendemain, elles passent au végétalisme. Ah non, mais Le là, microbiote n'est pas du tout adapté. Et après, les fibres, c'est... ouais. Ouais, c'est ça. Bah là, en fait, c'est la même chose. Faut vraiment y aller doucement. D'ailleurs, pareil pour les kéfirs, hein, parce que moi, il y en a qui Ouais. m'ont dit, mais je me suis bu la bouteille en un jour et j'étais pas bien. Je dis, bah oui, mais en même temps, effectivement, j'ai pas précisé ne pas boire la bouteille en une journée, tu vois, surtout si t'en as jamais bu. Ah ouais, non, mais bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, non. Bah voilà, donc c'est important quand même de le signaler. On reste quand même sur des Ouais, organismes effectivement. vivants, ça va faire bouger le microbiote. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste effectivement que c'est Ouais. quelque chose de très sensible et qu'il a quand même besoin de temps pour s'adapter. En général, en tout cas dans les études moi, que j'ai pu voir, on compte à peu près 3 semaines pour qu'un microbiote se rééquilibre et se... Ah ok. Voilà, en général, on compte à peu près 3 semaines. Ah bah c'est intéressant. Comme ça, quand on me demandera, je saurais quoi dire. Ok. Ouais, mais vraiment après au ressenti aussi. Ouais, c'est ça, Moi je pour dis moi, c'est au ce que début je dis, une toute ouais. petite dose et quand vous voyez que ça passe, il y a pas de souci, hop progressivement on augmente. Non, non, Mais ouais, ça c'est super important. Et justement là tu nous as parlé des kéfirs. Bon, on parlera du miso après, je vais te parler du miso mais comme tu nous as lancé sur les kéfirs Oui. qui sont de plus en plus populaires hein. Ouais, Donc ouais, c'est on a clair. plusieurs kéfirs que je vais te laisser présenter. Quelles vont être donc leurs principales différences et puis après, voilà, de parler un petit peu aussi du... Alors moi, c'est vrai que je l'ai mis dedans, le kombucha, mais bon, c'est... Voilà, je sais pas Oui. clairement si toi, tu l'aurais mis dedans. Moi, ça, je l'associe un peu comme Si. avec le kéfir d'eau, tu vois. Pour moi, c'est un peu la même Ah chose. si, carrément.
Pour moi, c'est une boisson fermentée. En fait, alors les kéfirs, c'est des boissons pétillantes, fermentées, un petit peu acidulées, qui sont toutes les deux faites à base de grains. Il y en a un, du coup, c'est le kéfir de lait, et l'autre, c'est le kéfir d'eau. Le kéfir de lait, lui, il va se nourrir du lactose, en fait, des sucres du lait aussi un peu. Et le kéfir d'eau, il va se nourrir du glucose et du fructose, parce qu'on va le nourrir avec du sucre, des fruits séchés, etc. Les deux sont hyper bons. Le kéfir de lait, on dit que c'est peut-être la chose la plus riche en probiotiques qu'on pourrait avoir. Apparemment, il y en aurait encore plus que dans le kéfir d'eau. Et puis, c'est excellent. Franchement, c'est excellent pour la santé. Pareil, parce que ça permet, pour certaines personnes qui consomment beaucoup de soda, par exemple, de franchement remplacer. Là, je parle plutôt du kéfir de fruits qui ressemble un petit peu à une limonade. Et en fait, c'est beaucoup moins sucré comme boisson, et on peut aussi l'accommoder comme on veut, quoi, parce qu'après en deuxième fermentation on peut ajouter des aromatisations, on peut ajouter des fleurs séchées, des épices, même des jus, de la betterave. Faut que ce soit bien rose. Faut que ce soit bien rose, voilà. Donc effectivement, et alors le kéfir de lait, celui-là je le fais depuis moins longtemps, je découvre dernièrement, là j'ai même fait mon fromage avec du kéfir de lait. En fait c'est très intéressant, moi j'ai un peu du mal à boire du lait, je bois beaucoup de boissons végétales plutôt, mais en fait ça n'a rien à voir, je trouve le kéfir de lait, une fois qu'il est fermenté, en fait je trouve ça vachement bon, quoi. Et donc moi j'en ai mis dans mes porridge, dans mes céréales. J'en ai même utilisé l'autre fois à la place de la crème fraîche. Et j'ai fait une quiche au poireau. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as mis dans cette quiche et tout ? Et puis je disais, je sais pas, c'est comme d'habitude. Puis après j'ai réalisé, mais en fait c'est vrai qu'à la place de la crème et du lait, j'ai mis ça. Et c'était vraiment très bon au niveau du goût, franchement. Ça avait tout changé. Donc voilà, ça c'est sympa. Après, quand tu parlais aussi du coup, là, plutôt du kombucha, il faut savoir que les boissons qui sont fermentées peuvent contenir de l'alcool. C'est important du coup de le dire, même si c'est bien fait, que ça n'a pas fermenté pendant hyper longtemps, hermétiquement, etc. En général, c'est moins d'1%. Mais voilà, si on fait fermenter à haute température, en plein été, beaucoup plus longtemps, on peut des fois monter jusqu'à 4-5%. Donc c'est effectivement important de redire cette mention-là sur l'alcool. Ouais, c'est ça. C'est ce que je t'avais demandé de préciser. Ouais, je pense que c'est important. Ouais, parce que j'ai fait vraiment un post, non, c'était un thread, je crois, je l'avais repartagé en story, avec cette info-là, et en fait, j'avais genre 90% des gens qui n'étaient pas au courant et qui en consommaient. Ah oui ? Alors que... Ah oui, qui n'étaient pas du tout au courant de cette information-là, qui étaient choqués de ne pas le savoir. Parce que, effectivement, aujourd'hui... Encore plus le kombucha qui est devenu la boisson vraiment tendance. Donc on en voit un petit peu partout, même dans les rayons et tout ça. Et donc, en fait, ils pensent bien faire, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand, pour certaines... Alors, il y a soit les convictions religieuses, ça peut être aussi pour des antécédents d'alcoolisme. Enfin, il y a plusieurs raisons, quelles qu'elles soient. Les personnes qui ne veulent pas consommer ne serait-ce qu'une trace d'alcool. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, elles ne sont pas au courant. Parce qu'effectivement, légalement, quand c'est à moins d'1%, ils sont pas obligés de le mettre. Donc ça c'est problématique. Et quelqu'un qui n'a jamais été habitué, moi j'ai le cas d'une amie qui avait été pompette après un kombucha. Et après moi je l'avais vu sur l'étiquette et vraiment c'était écrit en tout petit, contient des traces d'alcool. Oui. Et là je dis mais cherche pas plus loin. C'était ça. Bah oui, c'est sûr. Et donc les gens ils sont choqués que ça peut juste en une fois, oui, quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, bien sûr. Et donc voilà, pour moi c'est important de le préciser parce qu'effectivement sur tous les comptes... Oui, c'est vrai que moi je le précise pas, peut-être je devrais, dès qu'on me pose la question je le dis tout de suite, mais effectivement dans mes recettes je pense pas à le dire en fait. Peut-être, tu sais, un petit disclaimer à chaque fois tout en bas. Ouais, c'est vrai. Pour vraiment ces personnes-là qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, tu vois. Mais parce que... et moi je vois déjà qui non mais c'est bon, ça va, c'est des traces et tout. Oui, sauf que 4-5% c'est une bière, hein. Oui, alors ça c'est clair. Moi justement dans les recettes je fais toujours très attention de bien donner les recettes et si on fait ma recette je peux te dire que c'est vraiment moins d'1%. Ouais. Ça c'est sûr, mais 4-5% ça c'est quand tu fais, là je suis en train de faire mes ginger beer, clairement je pense qu'ils vont un peu monter, mais effectivement c'est important par contre aussi de bien réaliser les recettes. Ouais. C'est-à-dire que normalement un kéfir ou un kombucha s'il est à 4-5% c'est plus un kéfir ou un kombucha, enfin, c'est qu'il y a eu un petit problème au niveau de la réalisation, donc on a voulu exprès faire de l'alcool, tu vois. Mais effectivement, c'est quand même bien de dire qu'à partir du moment où tu fermentes quelque chose aussi de sucré, et ça peut. C'est aussi pour ça que je dis souvent quand on fait, par exemple, les gens font des cosos, ça c'est les sirops crus
Oui, à je t'ai base de vu faire fruits. ça aussi, oui. Voilà, donc ça je dis bien, faut mélanger tous les jours et vraiment pas besoin que ce soit hermétique au début parce qu'en fait justement le fait de laisser ouvert et de mélanger chaque jour, ça va éviter que ça se transforme en alcool. D'accord, bah c'est intéressant de... Alors je sais pas si je prendrais le risque quand même, parce que le truc c'est que quand on n'a pas de quoi mesurer, tu vois, qu'il y a une fermentation... Ben non en fait, et puis c'est se trouve, enfin il y a des chances qu'il y ait des traces. Je pense que, mais tu sais quand tu manges un kiwi mûr ou un fruit même un peu mûr, il y a des traces d'alcool. Oui, ouais, après c'est en fait ça dépend des... En tout cas, là je parle sur les... Pour ma part aussi sur le plan religieux, quand c'est les personnes qui ont, voilà, qui ont des antécédents d'alcoolisme, c'est autre chose. Mais il y a plusieurs différences d'alcool, parce que même l'huile Ouais. essentielle en soi c'est... Ah oui, oui sur c'est le plan vrai, chimique, t'as raison, quand on parle de la chimie, c'est des alcools. c'est vrai. Donc il y a différents alcools et tous n'ont pas cette propriété entre guillemets enivrante Oui, et tous ne rentrent pas en considération dans certaines pratiques religieuses. C'est donc ça aussi d'accord. qui compte. Ok, ouais, je Mais c'est comprends. vrai que entre 0 à 1%, même si c'est 1%, ça reste considéré comme... la preuve, comme je dis, mon amie, c'était moins de Oui, 1%. Et de l'alcool. elle l'a Oui, senti. mais tu sais, en fait, t'as dit ça, mais moi, quand là, je suis sortie de ma grossesse, et donc évidemment, bah, j'ai pas bu pendant 9 mois. Et là, en fait, l'autre fois, j'ai bu justement, j'avais tellement soif, j'ai bu plein de kombucha, plein de trucs, je goûtais des trucs, et bah, je l'ai senti. Tu vois. Je l'ai senti. Et je me suis dit, bah, effectivement, c'est pas anodin. En fait, moi, c'est les jambes qui me font des petits fourmillements comme Ouais. ça. Et alors, j'étais pas du tout pompette, mais je connais ce fourmillement et j'ai dit, ah ben ça, c'est sûr, il y avait des traces d'alcool, Ouais. clairement. Et mon corps l'a repéré. C'est ça. Tu vois, alors qu'en général, quand tu manges un kiwi, t'as pas ce genre de truc, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, à moins d'avoir une allergie, mais là c'est autre chose. C'est vrai. Mais voilà, c'est important et du coup, l'intérêt aussi de l'épisode, c'est de montrer justement aux personnes qui nous écoutent qu'en fait vous avez plein d'autres façons de consommer de la fermentation et Bien voilà, sûr. avec on va continuer d'en parler de tout ça, mais il y a plein de choix et pour le coup le kéfir, il y a le fameux kéfir de lait et moi justement c'est toi qui m'as donné envie quand tu avais partagé ta recette. Moi j'avoue que j'en achète de temps en temps. Ouais. Plutôt au lait de chèvre pour les bienfaits, le côté plus digeste du lait de chèvre. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce goût parce que... Alors, c'est peut-être pas la meilleure des références, mais ça me rappelle les Actimel quand on était petit. Genre, je me rappelle. Ça a ce petit goût-là de fermenté, tu Ouais. vois. Et après, moi, je le fais vraiment en guise de cure, entre guillemets, quand il y a l'hiver, pour le système immunitaire et tout ça. Et puis parce que, effectivement, au niveau des recherches scientifiques, je crois que ceux qui sont le plus étudiés dans les aliments fermentés, c'est les produits laitiers fermentés. Exactement, ouais. Donc, et eux, ils ont vraiment une diversité microbienne qui est vraiment différente de la lactofermentation, où on va avoir pas du tout les mêmes souches. Et effectivement... tu vois, les effets, c'est incroyable. Je pense que je vais tester de faire un kéfir. Ben, tu devrais, franchement, c'est hyper. Et puis là, c'est hyper onctueux. Là, moi, j'ai testé. Alors, il faut quand même le faire régulièrement avec du lait animal. Oui. Parce que c'est de ça dont ça se nourrit. Mais tu peux totalement le faire avec du lait de coco. Je l'ai fait. Ok. Je me suis fait des céréales avec le lait de coco. Il était devenu tellement crémeux. C'était tellement bon. Ah ouais. Franchement, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que, comme dit, tout le côté lait, Oui. voilà, j'ai un peu du mal à la base, mais je me suis dit, attends, tu peux pas, avec tout ce que je recevais comme message, mais tu peux pas ne pas tester le. Et ben en fait, vraiment agréablement surprise sur cette expérience. Ouais. Bah écoute, ça me donne envie de tester. J'espère que ça leur donnera envie de tester aussi. Et donc, on va pouvoir passer à la suite avec moi j'en ai toujours chez moi, je pense que toi c'est pareil, à savoir le miso. Voilà, c'est un ingrédient fermenté quand même qui est très populaire. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fermentation, sachant que toi t'as commencé il y a pas très longtemps à t'y mettre. Ouais. Exactement, parce que là, c'est quand même une autre paire de manches que la lactofermentation de légumes, par exemple. Alors, le miso, déjà, je le redis, d'ailleurs, on dit souvent miso, mais en fait, c'est miso. Miso, ouais. Ça se dit miso. Et en fait, alors, je le redis parce que quand j'ai fait justement ce post, plein de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est le miso, ça? Voilà, c'est par exemple, qui est le plus connu, c'est la soupe miso, donc qu'on trouve dans les restaurants japonais en général. Donc, en fait, le miso, c'est une pâte fermentée, en général à partir de soja, mais on peut utiliser plusieurs légumineuses, je vais le dire après, qui a vraiment là pour le goût ce goût umami dont on parlait tout à l'heure, qui est la 5e saveur. Donc on va retrouver un peu d'acidité, un petit peu d'amertume, un peu de sucré, de salé. Enfin vraiment pour moi c'est une saveur complexe qui est juste incroyable. J'ai tellement hâte d'ouvrir mes pots là et de les goûter. Mais alors, autant la fermentation demande de la patience, mais alors le miso, c'est encore un autre level de patience. Et donc voilà, donc on utilise principalement du coup du soja.
du sel et alors du koji de riz. Alors ça, en fait, pour expliquer rapidement un peu les étapes du coup du miso. Donc on va faire d'abord tremper les légumineuses, donc principalement du soja, mais au Japon, en fait, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Donc ça peut être des pois chiches, des lentilles corail, des pois cassés. Mais voilà, la forme la plus connue, on va dire, c'est soja. Donc, on va faire tremper les légumineuses. Ensuite, on va bien les cuire pour qu'elles soient tendres. Et à côté de ça, on va aussi faire du coup le koji de riz. Donc, ça, c'est du riz moisi. Ça s'appelle Aspergillus oryzae, ça c'est le nom justement, voilà. En fait, on va faire cuire le riz à la vapeur, donc du riz blanc, riz basmati, un petit peu quand même al dente, on va vraiment pas trop le cuire. Et une fois qu'il est cuit, on va l'inoculer avec le ferment justement de koji. Et en fait, là, on va le refermer dans un petit tissu et on va essayer. Alors c'est là où c'est un peu technique, mais en fait, une fois au début, moi je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, ça va. Mais en gros, il faut réussir à garder une température vraiment stable, assez stable en tout cas, d'environ 36 degrés. Mais après, ça peut être un peu moins, un peu plus bien sûr, mais pendant 2-3 jours. Et en fait, la moisissure va se développer et en fait, ça va sentir hyper bon. En fait, c'est un champignon, hein. Ça sent un petit peu le champignon frais. C'est incroyable. En fait, au début, moi, je me dis à quoi je dois m'attendre? C'est quoi cette odeur et tout? Et en fait, une fois qu'on l'a senti, on comprend. Ah mais oui, c'était ça en fait. Donc ça va créer ces petits blocs un peu condensés comme ça de riz. Et donc, on va mélanger ce riz avec les graines de soja les fèves de soja qui auront cuit, et on va mélanger ça avec le sel. Et là après il va y avoir donc toute la période de maturation. Donc si on fait du miso blond, ça va être 3 mois avec un peu moins de sel, et le miso rouge, ça va être à peu près 6 mois avec plus de sel. Et il y a un petit jus qui passe par-dessus. C'est aussi comme ça qu'on fait la sauce soja, en fait. D'accord. Là, moi, il y a un petit peu de jus par-dessus. En fait, je me dis, oh là là, c'est de la sauce soja. J'ai créé de la sauce soja. Et non, le miso, vraiment, c'est une dinguerie, hein. Franchement, moi, là, j'en ai plein. Du coup, j'ai un peu testé plein de choses. J'ai vraiment hâte de les goûter. Et pareil, en fait, c'est une pâte qui est hyper riche en nutriments et en probiotiques. C'est hyper bon pour la santé aussi quand on est un peu malade. Au niveau, franchement, de la santé intestinale, se faire une petite soupe de miso, j'ai toujours un pot de miso chez moi où je vais juste mettre un peu d'eau dessus, un peu d'eau chaude dessus. Et en fait, je vais me le boire en bouillon comme ça. C'est dingue. C'est une explosion de saveurs. Moi, c'est vraiment un de mes condiments préférés. Je confirme, pour en avoir toujours à la maison et pour galérer toujours à en trouver qui soient non pasteurisés, ça c'est toujours une histoire, et sans alcool. C'est ce que je t'ai dit, tu sais, moi... ça aussi, mais oui, tu m'as dit. C'était en magasin coréen, je crois l'épicerie coréenne, japonaise coréenne, et vraiment, je comprenais pas, dans toutes leurs pâtes fermentées, il y avait de l'alcool. Je dis, mais c'est quand même dommage, parce que du coup, on perd quand même vachement de bienfaits. Mais j'en ai trouvé un, j'ai fini par en trouver un au bio, qui est bien foncé, quoi. On est sur quelque chose d'assez fort. Mais bon, maintenant, moi, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que pour les soupes miso, moi, la soupe miso, je peux en manger tous les jours sans problème. Ah ouais, moi aussi. Et j'ai une petite anecdote, je sais pas si tu sais ça, sur le miso, mais le jour où j'ai su ça, j'ai dit, ah ouais, quand même. En fait, il y a eu une étude qui avait été faite sur la protection radioactive du miso. Oh punaise. Toi bien, du miso. Ah ouais. En fait, ils se sont rendus compte, donc après il y a des études qui ont besoin d'être poussées sur le sujet, mais en fait, ils se sont rendus compte, alors je sais plus c'était avec c'était quel phénomène radioactif, je sais plus c'est lequel des deux. Oui, je crois que c'était Hiroshima. Bref, et en fait, étonnamment, il y avait les personnes qui travaillaient dans une usine où ils faisaient du miso. Qui ont été protégées. Qui n'ont pas eu les effets. Oh, c'est dingue. Mais c'est quoi? Ça m'étonne même pas, en fait. Oh, mais enfin, c'est incroyable. Mais c'est franchement... Et quand on sait aujourd'hui toutes les ondes, et je me dis, raison de plus pour aller manger ou boire du miso tous les jours, quoi. Et vraiment, je l'ai trouvé folle, cette histoire. Je sais pas si depuis, je me suis pas renseignée, c'était l'année dernière, donc c'est un petit peu vaste dans ma tête les infos, mais ça serait intéressant de voir s'ils ont poussé, s'ils ont essayé de faire d'autres études là-dessus. Mais j'ai trouvé ça fou comme histoire. Franchement, petite anecdote. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, incroyable. Waouh. Mais en tout cas, voilà, c'est une anecdote assez sympa. Donc, pourquoi pas vous mettre au miso. En plus, ça, c'est bientôt le ramadan et moi, je me compte bien me faire une grosse dose là, de soupe miso et hop, je vais me faire ça tous les jours.
Vraiment, c'est ça, plus les algues et tout dedans. J'aime trop ça. Ah là là, moi aussi les algues. Ah oui, bah ça. Voilà. C'est clair, je suis d'accord. On va passer au miso, ça va vous faire du bien. Ouais, c'est clair. Ah bah ça, je peux que recommander, hein, c'est clair. Et justement, là, on a un petit peu voyagé, on est au niveau du Japon. Bon, après, je sais que, voilà, en Corée, ils en ont aussi c'est, comment il s'appelle? Le chujang, c'est le... Parce qu'il y a le gochujang, mais il y a un autre truc aussi avec juste le Ah oui, c'est vrai. soja fermenté. Ouais, ah, c'est trop bon ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, et ça, je l'ai cherché, mais comme je t'ai dit, j'ai trouvé qu'avec alcool, donc j'ai dit, bon, bah tant pis. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes comme ça, des préparations, des condiments fermentés à travers le monde, histoire de nous faire voyager un petit peu? Oui, alors bon, bah en Corée, il y a le kimchi. Évidemment. Hein, bien sûr. On ne le présente plus. Voilà, hein, ça c'est clair. Le kimchi, ce qui est sûrement, avec le miso, mais peut-être même en première place, ma fermentation préférée. Ensuite, bah, il y a la choucroute, évidemment, qui vient plutôt d'Europe de l'Est. On en a plein, donc aussi en Allemagne, évidemment, en Alsace, en Pologne, Russie, etc. Il y a le tempeh, ça j'ai l'intention de m'y mettre aussi. Le tempeh qui vient plutôt d'Indonésie. Donc ça, c'est aussi des fèves de soja qui sont fermentées et collées ensemble, qui dans l'alimentation végane, par exemple, beaucoup de gens l'utilisent. L'utilisent beaucoup, ouais. Ouais. Donc ouais, au Japon, on a le miso et le natto. Je sais pas, pour ça aussi, c'est assez incroyable. Moi, ça me donne trop envie de tester ce truc. Mais moi aussi, j'ai trop envie de tester. Ça a l'air incroyable. Donc ça, c'est la préparation un peu... C'est gluant comme ça, un peu filandreux. C'est hyper bon. Il faudrait que j'essaie de le faire, du coup. Au Mexique... Donc toi, t'as déjà goûté? Ah ouais, j'ai déjà goûté, c'est trop bon. Ah, j'ai jamais goûté, moi. Ouais. Ah non, franchement, c'est trop bon. Je veux le faire. Ouais, au Mexique, ils font une boisson fermentée à base d'ananas qui s'appelle le tepache. Ok. À base de peau d'ananas. Et en fait, ça, c'est hyper bon. Alors là, par contre, aussi bien des traces d'alcool. Oui. Je pense leur version en plus. Voilà. Ouais. Avec aussi des épices, c'est hyper bon. Et puis sinon, en Inde, ce qu'ils font aussi qu'on peut manger dans les restaurants indiens, c'est le lassi. Oui, le fameux lassi. Qui ressemble un peu du coup au kéfir de... Ouais, voilà. Et ça, c'est vachement bon aussi comme boisson. Donc voilà un peu les spécialités qu'on peut retrouver un peu à travers le monde, que j'ai relevé moi en tout cas. Ouais, super intéressant. Bah après, tu sais, comme je t'avais dit, il y a pour nos amis qui nous écoutent, Kurdes, Turcs, oui, et je pense que voilà, toute cette partie-là... parce que je sais aussi qu'en Géorgie, il y en a pas mal de zones où ils le font, le fameux, alors Turşu, ça dépend comment on le dit, mais et qui est une autre fermentation, comme je te disais, où c'est vraiment à base de vinaigre. C'est vraiment la fermentation fou, dans le vinaigre. Et ce ne sont pas des pickles. Et ce ne sont pas des pickles, non du tout. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que les pickles, on a quand même des effets probiotiques ou pas? Bah alors, je ne pense pas, puisque c'est quand même chauffé, tu vois, avec le vinaigre, le sucre bouilli. Donc pour moi, c'est vraiment pas... c'est vraiment à l'opposé de la fermentation, pour moi, le pickling, quoi, les trucs pickles. Ouais, parce que je me suis posé la question, parce que en fait, quand j'ai vu quelques nanas les faire, elle est gardée dans un truc vraiment, comme on a dit, hermétique et tout ça pendant quelques jours. Et en fait, il y avait quand même ce côté gazeux. T'entendais, en fait. Et moi, je pars du principe où dès qu'il y a ces petites notions de gaz, c'est qu'il y a eu des micro-organismes, tu vois, qui ont vécu dedans. J'ai l'impression qu'il y a tellement de recettes différentes aussi qu'en fait, si ça se trouve, effectivement, elle, dans... Bah en fait, moi, de toute façon, j'aime pas trop faire des légumes au vinaigre, pour le coup. Alors, autant j'aime bien faire mon vinaigre de cidre, autant... donc, ça, je pourrais pas te dire. D'accord. Mais il y a peut-être un phénomène quand même... C'est juste que le fait que moi, en fait, qu'il fasse faire quand même bouillir le vinaigre et de ça, pour moi, déjà, on a un peu aussi tué un peu les bonnes bactéries en ayant cuit. Mais à creuser. Ouais, bonne question. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ça me fait penser à tes pickles, toi, j'ai envie de tester. Parce que moi, je voulais faire les pickles classiques, du coup, parce que ça, c'est tellement bon que voilà. Tu veux dire les légumes en saumure? Alors, de base, je voulais vraiment les vrais, entre guillemets, les vrais pickles, c'est-à-dire ceux qu'on entend avec les oignons rouges classiques, là, avec le vinaigre et tout. Ouais. Mais du coup, est-ce que en saumure, comme tu nous les as montrés il y a pas longtemps sur Insta, est-ce que t'as vraiment le goût sucré que tu retrouves, tu sais, le côté aigre doux que tu retrouves dans c'est trop bon. Ah oui, les oignons en saumure, c'est incroyable.
Ah ouais, alors moi, incroyable. Moi, je trouve vraiment. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as plus le goût d'ailleurs doux que aigre. Parce que pour moi, ça me fait toujours un peu. C'est trop vinaigré, en fait, pour moi, les pickles à chaque fois. Ok. Alors que là, finalement, les oignons, alors j'ai utilisé des oignons rouges parce qu'en plus, ils sont un peu plus sucrés. Mais c'est trop bon, quoi, dans la saumure. Donc, pour moi, il y a vraiment ce goût acidulé, sucré. Et puis, alors en plus, moi, par exemple, j'ai du mal à manger des oignons crus. Oui. Tu vois, je les digère pas. Alors que là, il n'y a aucun problème de digestion, quoi. C'est juste. Donc, c'est trop bon. Avec la raclette ou la fondue. C'est trop bon. On entend bien l'Alsacienne qui parle là, ou la Suisse. L'Alsacienne, la Suisse, je sais pas, mais les deux en tout cas. C'est clair, j'avoue, ouais. Mais ouais, ok, d'accord. Bah écoute, c'est bon à savoir parce que je testerai. Parce que je crois qu'il n'y a pas de sucre. Hein. Tu n'avais pas rajouté de sucre dans la recette. Non, pas du tout. Non, bah, non, écoute, non. Tu sais quoi, la Non, prochaine fois, je vais en acheter. J'ai fait déjà ta recette d'ail fermenté dans le miel. C'est en cours là, de préparation. Oh là là, trop bien. C'est dedans. Du coup, parce qu'on arrive à la partie un petit peu, un peu plus technique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on va venir fermenter à la maison pour, voilà, question de sécurité, pour aussi éviter que le truc foire et qu'on soit dégoûté, du coup qu'on ne recommence plus jamais. Oui, alors bon, une des questions qu'on reçoit le plus, c'est effectivement, est-ce que comment on fait pour savoir si c'est raté, est-ce que c'est dangereux, etc. Alors la première chose qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est la technique de conservation la plus sûre qui existe. C'est pas du tout comme par exemple les conserves stérilisées. C'est pas qu'elles sont dangereuses, c'est qu'il y a des risques, en tout cas, il peut y avoir des risques, alors que là, en fait, ce qui est génial avec la fermentation, c'est que, comme on disait, il y a le développement, pendant le processus, il y a ce développement d'acidité, en fait, qui est tellement, en fait, le milieu devient tellement acide que toutes les bactéries, même les pathogènes, enfin, d'ailleurs, pas toutes les bactéries, parce que les bonnes, c'est les bonnes qui gagnent, en fait, à la fin, mais les bactéries pathogènes, en fait, ne survivent pas. Et donc évidemment la toxine botulique dont tout le monde parle et dont tout le monde a peur, en fait il n'y a jamais eu un seul cas recensé dans un bocal de légumes lactofermentés avec du botulisme. Justement, c'est quelque chose qui n'arrive pas grâce au milieu acide. Donc pour les gens qui sont hyper stressés, qui ont quand même cette peur-là, parce que c'est clair que en fait c'est hyper flippant, hein, bien sûr. Il existe des petites languettes qu'on peut tremper en fait dans le bocal, en fait pour vérifier le pH en fait. Okay. Et en fait, si c'est en dessous de 3,8, il y a aucune chance. Pas du tout. Voilà, on dit même 4,5, mais moi je préfère dire 3,8 comme ça. Vraiment, je suis voilà sûr. Donc en tout cas sur ça, faut vraiment pas s'inquiéter. Bien sûr, on peut rater des pots, mais il faut savoir que si on les rate, en fait, quand on ouvre le bocal, c'est tellement infect l'odeur qu'on ne consomme pas. Donc en fait, quelque chose qui est raté, ça se sent et ça se voit. Pareil, il peut y avoir des petites moisissures. Ça, par contre, ça veut pas dire que tout est foiré, qu'il faut tout jeter. Des fois, il suffit d'enlever la moisissure d'au-dessus. Tant qu'elle n'a pas investi tout le bocal, franchement, c'est pas grave, quoi. C'est surtout qu'il faut se fier à l'odeur, en fait. Il faut se fier à l'odeur et ça part au compost si vraiment ça sent trop mauvais. Mais quand je dis se fier à l'odeur, ça veut pas dire une petite odeur de gaz quand on ouvre pour la première fois le bocal qui vient de fermenter à température ambiante. Bien sûr, là, ça sent un petit peu. Mais si 30 secondes plus tard, ça sent bon le légume, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, il faut vraiment enlever déjà cette peur-là. Et en général, quand on fait les choses, comme je disais, utiliser donc un bocal hermétique à joint qui a été bien lavé. Il n'y a pas besoin de stériliser, pas de stérilisation, lactofermentation. Par contre, évidemment, de l'hygiène. Donc, il faut que ce soit très propre, que les légumes soient frais, croquants, non traités aussi, c'est mieux, ça c'est important. Et en fait, normalement, si ça c'est bon, alors bien sûr, il peut toujours y avoir, on n'a pas vu qu'il y avait un légume un peu abîmé ou en fait le joint était un peu mal mis ou pas en super état. En fait, ça peut toujours arriver, bien sûr que ça foire. Mais c'est assez rare quand même de foirer un pot de lactofermentation. Je confirme, pour en avoir fait pendant plusieurs années, je crois une seule fois, et j'ai essayé de faire des cornichons, mais en fait ils flottaient. Ah ouais, et donc du coup la partie qui, voilà, ça a moisi, donc ça c'était mort. Mais c'est la seule fois. Hein. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Alors 2 petites dernières questions. La première, est-ce qu'il y a des aliments pour lesquels, qu'on ne peut absolument pas fermenter déjà de une. Et de 2, j'ai vu, et je le sais parce que je l'ai téléchargé, il est super, tu as lancé ton guide pour nous aider justement dans la lactofermentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, voilà, pour les personnes qui veulent passer à l'action dès maintenant? Alors, par rapport aux légumes qu'il faudrait pas fermenter, je dirais pas qu'il y en a qu'il faut pas du tout fermenter.
En revanche, on va dire qu'il y en a qui sont plus faciles à fermenter que d'autres. Par exemple, tout ce qui est les légumes d'hiver, les légumes racines, les choux, les carottes, les betteraves. Disons que si on a envie de démarrer avec un légume plus facile à fermenter, clairement, je pense qu'il faut plutôt se lancer là-dessus. Les légumes d'été, on va dire qu'ils sont un peu plus délicats. Tout ce qui est concombre, courgettes, tomates, ça va avoir tendance aussi à ramollir. Alors, on va peut-être aussi pouvoir les garder moins longtemps. Ou alors, plutôt les utiliser en soupe ou en velouté, que ce soit cru ou cuit, parce qu'ils vont avoir tendance à être un peu plus mous. Et après, il y a par exemple les pommes de terre alors moi, je trouve qu'elles se lactofermentent pas très bien. Ça devient souvent gluant. Donc moi, c'est un truc que je fais pas du tout, que je recommande pas trop. Mais je sais que certains le font. Voilà, puis après, il y a les légumes feuilles. Les légumes feuilles, en fait, ça fait de la purée, quoi. Donc, tout ce qui est épinards, feuilles, on peut ajouter éventuellement des petits aromates. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas hyper intéressant. Personnellement, en tout cas. Voilà par rapport à ça. Et donc, par rapport à la dernière question, alors oui, donc j'ai lancé mon petit e-book. Alors c'est un e-book, on va dire que c'est plutôt un petit guide gratuit pour se lancer sereinement dans la fermentation. J'ai reçu tellement de questions, il y a tellement de gens qui ont peur de se lancer, peur de rater, peur de mal faire, de pas se rendre compte si c'est mauvais, etc., que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse les grandes lignes de qu'est-ce qu'il faut repérer, qu'est-ce qui est important à faire, quel matériel utiliser, etc. Donc j'ai vraiment essayé de rassembler tout dans ce petit guide gratuit que donc vous pouvez télécharger sur mon site ou en allant sur Instagram dans le lien dans la bio. Il suffit de s'abonner à la newsletter et vous le recevez par mail. Et puis du coup, je lance aussi ma newsletter qui devrait bientôt commencer à arriver. Et ensuite, je vais continuer en faisant aussi, ce qu'on me demande beaucoup, c'est comment utiliser les préparations une fois qu'elles sont faites, comment les manger. Donc je vais faire aussi un e-book avec maintenant beaucoup de recettes de fruits et légumes où en plus des recettes, il y aura comment utiliser tout ça. Il y aura aussi un autre e-book sur plus focus boissons fermentées avec aussi des recettes. Et un aussi, ça sera un petit guide sur le levain et comment faire son pain. Parce que c'est vraiment une question que je reçois beaucoup. Ces e-books-là, par contre, je les vendrai du coup sur mon site quand ils vont sortir. J'espère le plus vite possible, vu que j'ai beaucoup de demandes. Voilà. J'ai hâte de voir tout ça et vous pouvez donc retrouver toutes ces informations-là sur ton compte Instagram, La Fermentée du Bocal. De toute façon, je mettrai tout dans le lien dans la description, donc vous aurez juste à cliquer. Et puis, je voulais te remercier encore infiniment parce que c'était super intéressant. Je le savais dans tous les cas, mais je suis très contente de t'avoir eu ici aujourd'hui. Donc, merci à toi. Écoute, merci beaucoup Marina pour l'invitation. C'était une super première expérience de faire ce podcast avec toi. Puis j'ai hâte de l'écouter. Merci à toi. Avec grand plaisir.